wear my crown. My hair, my hair, my crown. It don't matter how I wear it. It's beautiful in every color. Long, short, straight or color. I love what I see in the mirror. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Océane. Bienvenue dans l'épisode numéro 10 de l'émission Girl Talk. Girl Talk a pour but de mettre en lumière des personnalités publiques afrodescendantes de tous les domaines afin de vous faire découvrir leur parcours de vie sous le prisme de leurs cheveux. Vous l'aurez compris, ici, on met en avant des personnalités et des sujets qui ne sont pas assez mis en avant dans les médias traditionnels. Aujourd'hui, je suis avec la pétillante Lydie. Bonjour. Lydie est une jeune créatrice de contenu sur YouTube, Instagram et TikTok. Elle mêle les réseaux sociaux et sa vie étudiante. Elle se lance sur YouTube en partageant sa vie quotidienne, ses meilleurs tips, ses hauts et ses bas, tout en déculpabilisant son audience. Très belle introduction, franchement, j'aurais pas fait mieux. C'est vrai? Comment est-ce que tu vas, Lydie? Je vais bien et toi? Bah écoute, ça va super. Je suis vraiment ravie de t'avoir avec nous, parmi nous ici. Et donc j'ai hâte un petit peu qu'on puisse voir. Moi aussi, j'ai hâte de voir les questions, de parler. Ça va être très édifiant, je pense. Mais oui, c'est clair. Avant de commencer l'émission, je tiens à remercier le salon de coiffure Studio Boucle Paris qui nous permet de pouvoir tourner cet épisode aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller voir leurs réseaux sociaux qui s'afficheront juste ici pour pouvoir un petit peu vous mettre à l'affût de toutes les infos. N'hésitez pas à donner de la force à l'émission en likant, en commentant et en partageant et aussi en vous abonnant parce qu'on vous voit là, d'accord? C'est hyper important, ça nous permettra du coup de faire du contenu de qualité et de vous faire toujours kiffer. On démarre tout de suite. Lydie, Dis-moi tout. est-ce que tu es prête à passer sur le grill de Girl Talk? I'm ready. Ok, trop bien. Donc dans la tradition un petit peu de l'émission, je laisse l'invité se présenter de la façon dont il ou elle le souhaite. Donc je te laisse la parole. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Lydie, j'ai 22 ans, d'origine camerounaise, étudiante en sciences politiques, sociologie et économique et créatrice de contenu depuis bientôt 5 ans. Incroyable, Ouais. ça commence à faire, hein? Ouais, on fête ce 5e anniversaire là, le 1er avril, donc ça fait un petit moment. Et que dire d'autre sur moi? Je suis lion, j'adore le mettre en avant. Et voilà, je pense que... Ça fait déjà pas mal à dire. Ouais. Et en tout cas, on voit que tu as l'air d'être intéressée à plein de choses. Ouais. Et puis aussi, ça fait plaisir parce que là, j'ai une compatriote avec moi, une oui. sœur, donc ça fait plaisir. Et donc, avant que tu sois, on en parlait, cette créatrice de contenu, cette youtubeuse, Oui. on a l'habitude dans l'émission de commencer par le commencement. Et qui dit commencement dit l'enfance. Ok. Alors on va commencer par décrypter une petite photo de toi pour apprendre à te connaître un petit peu plus en détail. Quel beau bébé! Beau bébé. Alors Lydie, est-ce que tu pourrais nous décrire cette photo et aussi nous dire tout simplement où est-ce que tu as grandi Ouais. et est-ce que dans ta famille on avait l'habitude de s'occuper de tes beaux cheveux naturels ou pas? Alors, cette photo, c'est moi dans un berceau. Je devais avoir 9 mois, il me semble. Vous pouvez le voir, j'étais un bébé très en chair et j'avais déjà beaucoup de cheveux. Dès l'enfance, il faut savoir que dans ma famille, la plupart n'ont pas de cheveux. Ou du moins, ils ont beaucoup de problèmes d'alopécie, etc. Et je suis vraiment la seule qui ait pris les cheveux de mon père. Et donc, il y a une grosse masse capillaire. Est-ce qu'on prenait soin des cheveux plus jeunes? Pas trop de souvenirs, mais on m'a toujours dit que j'avais de très beaux cheveux. Et du coup, je suis née, j'ai grandi au Cameroun jusqu'à mes 7 ans, globalement, dans une grande famille avec plein de cousins. Où ça au Cameroun? À Yaoundé. Je suis née à Yaoundé, j'ai grandi à la Cité Verte, plus exactement, et à Biémassi. Incroyable! Toi aussi? J'ai un oncle qui habite là-bas. Peut-être ton oncle, c'est mon oncle. C'est trop bizarre. Vas-y, on en parle après. On parle après. Mais oui, j'ai grandi là et ça devait certainement être dans ma chambre à la Cité Verte, du coup, plus jeune. Incroyable. Ok. Eh bien, écoute, on va avancer encore un tout petit peu. Ok. Swipe? Ouais. Ok. Non, c'est de ce... Non, de l'autre côté. Voilà. Ok. On va passer rapidement maintenant à une autre photo de toi. On voit Ouais. que tu as bien grandi, Ouais. que tes cheveux ne sont plus vraiment les mêmes. Non. Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'arrive en France à 7 ans et demi. Donc, il a fallu qu'on me trouve une école, une nouvelle vie, on repart de zéro. Et j'avais une grosse touffe de cheveux crépus.
Et je vivais avec ma grand-mère. Et ma grand-mère qui n'a jamais vraiment su s'occuper de ses cheveux. Enfin, à l'ancienne époque, c'était beaucoup de défrisage, curly, etc. Et donc, elle voit ma touffe, elle ne sait pas quoi faire. Et donc, la solution, c'était de me défriser les cheveux. Donc, dès mes 8 ans, je suis directement défrisée. Et j'ai été défrisée jusqu'à mon 15e anniversaire quasiment. Donc, j'ai pas connu du tout mon enfance, en tout cas en Occident, avec mes cheveux crépus naturels. Et donc, c'était elle qui me faisait les défrisages à la maison, dans la baignoire. Elle me lavait les cheveux. Et puis, sur cette photo, c'est la longueur maximale que j'ai pu avoir. Parce qu'après ça, j'ai été défrisée dans un salon de coiffure, parce qu'elle pouvait plus le faire. Okay. Et on m'a brûlé les cheveux. La coiffeuse était plus occupée à discuter, voilà. Donc en fait, elle a laissé trop poser. Elle a laissé le produit trop longtemps et mes cheveux ont été complètement brûlés. Et donc voilà, j'ai perdu beaucoup de masse et jusqu'à mes 15 ans, j'avais des cheveux avec différentes longueurs, différentes textures, etc. C'était un peu compliqué, mais c'était ma longueur la plus longue de toute ma vie. Et quand tu dis que tu es arrivée en France, tu es arrivée où précisément ? À Rouen. Voilà, okay. Plus précisément à Petit-Quevilly, qui est dans l'agglomération de Rouen. Donc okay. C'est une banlieue, en fait, c'est une banlieue. J'habitais dans des grandes tours, voilà. Est-ce qu'il y avait, en fait, si je te demande, c'est parce que je me demande si tu avais de la représentation en dehors de ta famille aussi. Ouais. Et est-ce que, je sais pas moi, est-ce que ça a pu aussi, bon là tu dis que c'est ta grand-mère qui ne savait pas s'en occuper. Mais est-ce que toi, tu pensais aimer tes cheveux naturels, même si tu ne les avais jamais vraiment vus Ouais, la question je me suis jamais posé la question ne se posait pas. Faut savoir que j'avais aussi beaucoup de douleurs capillaires quand me coiffait, c'était un calvaire, j'hurlais vraiment, mais je pense que les coiffeuses de l'époque ne savaient pas non plus comment démêler en douceur, etc. Donc ça a été aussi un peu pour ça qu'elle a préféré me défriser les cheveux pour que ce soit plus facile et que la coiffure ne soit plus un moment de souffrance. Mais niveau représentation, je pense pas, j'ai eu la chance, si je puis dire, d'avoir grandi dans un espace où il y avait quand même de la mixité. Il y avait des Arabes, il y avait des Noirs, en minorité certes, mais il y en avait quand même. Mais de ce que je me rappelle, toutes mes copines noires à l'époque, elles étaient soit toutes défrisées, soit elles étaient sous braids beaucoup. Donc j'ai pas eu de représentation d'enfants noirs avec leurs cheveux crépus ou de femmes adultes noires avec leurs cheveux crépus naturels. C'était vraiment défrisage ou curly ou... Voilà. C'est vrai que c'était une autre époque, effectivement, et ça tend à changer. Et maintenant, si tu le veux bien, on va passer à ta période de jeune femme. Adolescente. Ouais, ou voire même adulte, carrément. Laquelle ? On va passer à celle-là. Ok. Où tu es une queen, d'accord ? Ouais. On te voit les cheveux fraîchement coupés, naturels, il me semble. Oui, c'est ça. Ravissante. On sent vraiment que tu as l'air d'avoir confiance en toi. Est-ce que cette confiance en toi et en tes cheveux a toujours été, en tout cas en étant jeune adulte, le cas ? Est-ce que tu veux bien nous dire qu'est-ce qui s'est passé entre la photo d'avant et celle de maintenant ? Bon, comme j'ai dit, j'ai été défrisée jusqu'à mes 15 ans. À mes 15 ans, on m'envoie au Cameroun, voilà, punition pour les bêtises. Et on m'envoie dans un village à Zoétélé, je ne sais pas si tu connais, c'est dans le sud en tout cas. On m'envoie dans un village et généralement dans les villages, les filles n'ont pas le droit de garder leurs cheveux pour l'école. Donc on a dû me raser la tête. Donc quand on me rase, traumatisme, des larmes, etc. Mais finalement, tout le monde me dit que je suis jolie, les cheveux courts, donc ça pèse un petit peu mon cœur. Et je découvre ma texture de cheveux. Quand ils repoussent par la suite, je découvre ma texture de cheveux qui sont... pas si dur que ça, pas si difficile, c'est pas le calvaire qu'on m'avait raconté par rapport à ma texture initiale. Et donc je commence à en prendre soin progressivement, j'ai réussi à les faire pousser pas mal. Et j'ai une facilité à raser ma tête, du coup, depuis ce moment-là, parce que vu que mes cheveux poussent, dans tous les cas, quand ça ne va pas, je rase. Donc j'ai rasé 2 fois. Après la photo défrisage. Et donc là, cette photo-là, c'était mon 22e anniversaire, en août dernier. Et j'ai eu du mal pendant la période lycée à pas assumer mes cheveux naturels parce que je portais beaucoup déjà mes cheveux naturels comparé à mes autres copines. Mais à partir de la première, j'ai commencé à mettre beaucoup de perruques. Beaucoup de perruques. Et ça devenait vraiment... ça faisait partie de mon uniforme. Et il est arrivé ce moment-là, l'année dernière, où je me suis rendu compte que quand on me disait « Lydie, mets-toi fraîche, on sort », mes cheveux ça ne passait même plus à l'esprit. C'était vraiment ok, quelle perruque je mets. Et quand j'ai fait ce constat-là, je me suis dit il faut faire une pause. C'est pas normal de ne pas se sentir féminine
ou du moins aussi désirable avec ses cheveux naturels que sous perruque, parce que c'était arrivé à ce stade-là. Et c'était pas tant le problème que je n'aimais pas mes cheveux, c'est que j'avais pas l'impression d'être féminine, d'être sexy, voilà, d'être à mon max du max avec mes cheveux naturels. Donc j'ai fait cette cure-là, et donc cette photo, pour mon 22e anniversaire, je tenais vraiment à porter donc mes cheveux naturels et me dire que je peux être méga fraîche avec mon afro, quoi qu'il arrive, j'ai pas besoin de les cacher. C'est vraiment très intéressant ce que tu soulèves, parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes femmes noires qui peuvent justement ressentir ce manque de féminité. Quand elles n'ont pas d'extension des cheveux longs. Quand elles n'ont pas de perruque, pardon, ou tout ça. Donc toi, qu'est-ce que tu dirais justement à ces femmes-là qui se trouvent dans cette situation maintenant? Quel serait le conseil que tu leur donnerais pour en tout cas pour qu'elles puissent à long terme se trouver belles et femmes de façon naturelle, quoi? Pour moi, en tout cas, ça a été un travail très psychologique. C'était vraiment plus mental qu'autre chose. Et après, j'ai eu la chance d'avoir commencé mon challenge du coup pendant une période où il y avait plein de changements aussi autour de moi, d'entourage. Donc les personnes que j'avais autour de moi m'ont beaucoup encouragée dans ma démarche. Et ils ont beaucoup boosté mon ego en me complimentant constamment. Donc, malheureusement, s'il y a des personnes qui ne sont pas dans des entourages aussi aimants, je pense que le travail va être long et dur, parce que moi, en un an, ça a été plus ou moins réglé. Mais ça peut prendre vraiment des années. Et je pense que c'est se regarder tous les jours dans le miroir et de se dire je suis fraîche, jusqu'à ce que tu finisses par y croire. Hein. Ouais. Totalement. Et surtout que là, j'avais les cheveux courts et il y a aussi tous ces problèmes de longueur. Parce qu'il y a beaucoup de femmes noires, je pense, qui peuvent se sentir belles, mais si elles ont un afro long. Mais quand t'as un afro court, tout de suite ça fait plus masculin, moins féminin ou enfantin même. Totalement. Non, c'est vrai, parce que et puis ça aussi, alors souvent ça peut être des complexes qu'on se met nous-mêmes, mais je trouve que c'est assez rare. En général, ça vient toujours soit de la société, soit de l'entourage, comme tu viens de dire, de la gente masculine. On va en parler aussi tout à l'heure un petit peu. Donc je trouve que on peut pas leur jeter la pierre aussi de traverser cette période-là. Mais par contre, c'est vrai que c'est aussi à ça que sert cette émission, c'est vraiment pouvoir tout un petit peu, tu vois, se soutenir et se dire ok, moi aussi je suis passée par là. Mais on peut y arriver et je trouve ça bien que tu puisses... Et si je peux rajouter quelque chose, c'est que personnellement, vu que j'ai été défrisée toute mon enfance, toute cette période où à l'école primaire on se moque de Tatouf, on t'appelle... On s'est déjà moqué de toi du coup à l'école? Moi du coup non, vu que j'avais les cheveux raides en fait. Donc c'est sûr que le rapport que j'ai avec mes cheveux il est un petit peu différent, parce que honnêtement je peux pas dire que je n'aime pas mes cheveux je les aime, c'était plutôt vraiment une question d'attitude globale. Donc déjà le rapport que j'ai avec mes cheveux peut différer par rapport à certaines autres femmes qui ont subi des moqueries par rapport à leur texture, par rapport à leur volume, etc. Totalement. Malidi, dis-moi. On va passer maintenant à tes 3 objets favoris, parce qu'on voit que t'as franchement ton afro il brille, shine. Tu trouves? Franchement. Je le trouve sec. Je te jure. Et franchement ça ne se voit pas. Donc je pense que l'audience et moi-même en tout cas on est hyper curieux et curieuse de savoir quels sont tes objets favoris, tes accessoires. Donc Lénie. Alors mes accessoires favoris, déjà le premier c'est mon T-Pain. La base. Ça c'est depuis ma cure, et déjà bien avant quand j'ai fait mon premier big shop et que j'ai commencé à m'intéresser à mes cheveux, cet outil m'a vraiment beaucoup aidé. Et d'autant plus que quand j'ai décidé d'arrêter les perruques, c'était pas pour faire des nattes collées ou faire des coiffures conventionnelles, c'était vraiment pour arborer mon afro au quotidien. Et donc pour piquer, donner un peu de volume, ça, mon meilleur ami. Un indispensable, je confirme. Ensuite, nous avons ce petit bonnet que j'adore, en wax. J'y tiens particulièrement parce que c'était une abonnée qui me l'avait offert. Trop bien. En 2021, je crois que je devais même pas avoir 7000 abonnés sur YouTube. Big up à toi. Ouais. J'avais fait une vidéo à l'époque qui s'appelait J'apprends à aimer mes cheveux ou quelque chose comme ça, où je parlais du coup du fait que j'avais envie déjà dès 2021 d'entrer dans ce processus-là. Et elle a proposé des produits cheveux naturels et elle m'avait dit on est dans la même ville, je te fais un petit paquet. Elle m'avait ramené ça avec des huiles, des masques, etc. pour commencer à prendre soin de mes cheveux, et depuis c'est mon petit bonnet. Et donc tu l'utilises quand? Tout le temps, je dors avec, même si souvent il se retrouve à côté du lit. Ça nous arrive tout le temps. Voilà, ou sinon quand c'est un bad hair day, j'ai pas envie de montrer ma tête et que j'ai envie de faire des stories, je le fous pour faire genre. Mais voilà, il est en SATA à l'intérieur et... Ouais, important ça. Très important. Ouais, très important. Trop bien, trop cool. Et merci à cet abonné. Merci beaucoup. Et le dernier, c'est ça, pour mettre de l'eau, parce que je ne sais pas
quel produit mettre dans mes cheveux en fait. Il y en a tellement, il y a tellement, Ça, faut qu'on en parle. Ça. il y a tellement de routines différentes et je me suis rendu compte que l'eau c'était mon meilleur ami. Donc souvent je fous juste de l'eau et c'est tout. Ok. Voilà. Parfois on me demande tu mets quoi dans tes cheveux? De l'eau. De l'eau. De l'eau. Ça coûte pas Voilà. cher. C'est gratuit et donc vraiment ce petit truc. Ouais, ce petit spray. Ouais. Non, ça peut aider. Par contre, non, c'est vrai, on en a besoin. Et justement, Maliki, parce que tu parlais justement du fait qu'il y a beaucoup de produits. Ouais. Et je trouve ça intéressant que tu en parles, notamment parce que tu as aussi ce statut d'étudiante. Oui. Et je sais que quand on est étudiant, financièrement, bon, après, ça dépend Oui, des ça cas. dépend Hein. des cas, ouais. On n'est pas non plus hyper à l'aise. Et je voulais savoir si toi, tu t'y retrouvais dans tous ces rayons. Si tu trouves que le fait qu'il y en ait trop, et enfin qu'il y en ait plein en tout cas, ça veut dire que c'est trop cool, on peut se servir un peu à droite à gauche. Est-ce que tu te sens perdu là-dedans ou j'aimerais avoir ton sentiment et aussi au niveau des prix, qu'est-ce que t'en penses? Déjà je trouve que les produits pour cheveux afro ils coûtent très cher. Ils coûtent très très cher en moyenne. Enfin, le shampoing ça commence à 8-9 euros. Le masque c'est très vite du 14-16 euros. Le petit pot. Et les quantités aussi. Et les quantités sont pas énormes. Donc moi quand j'ai fait mon perruque, j'ai voulu faire la fille qui fait les choses bien, acheter des gammes entières. Donc sauf que je me retrouvais à mettre du 40-50 euros tous les 2 mois. Et encore c'est parce que mes cheveux, j'ai la chance d'avoir des cheveux qui retiennent l'hydratation, donc j'ai pas besoin de mettre beaucoup de produits tout le temps. Mais quand j'ai repris des études, on se rendait compte que ça le faisait pas du tout. Je pouvais plus me permettre. Donc je suis repartie au bon vieux Garnier Ultra Doux de supermarché. Et je sais pas si ça fait l'affaire, mais bon. Ouais. Après au niveau des gammes, c'est compliqué de savoir parce qu'il y a tous ces problèmes de texture, 4C, pas 4C, 4B, etc. Il faut savoir également avec quoi mélanger des fois. Moi, on me dit de faire des bains d'huile. Je n'ai jamais fait de bain d'huile de ma vie. Mais aussi, il faut savoir ça, parce que moi, du coup, on me demande aussi, voilà, donc, tu fais ça, donc est-ce que je devrais le faire? Mais en fait, chacun ça dépend du cheveu. A sa propre routine. Ça dépend tellement du cheveu. Enfin, et on n'est pas obligé d'en faire si on ne ressent pas le besoin d'en faire non plus. Exactement. Moi, on me dit qu'il faut que ce soit brillant, il faut faire des bains d'huile pour l'hydratation, etc. Peut-être que si j'en faisais, mes cheveux seraient encore mieux, mais j'ai pas envie de donner ce temps-là. Honnêtement, j'ai pas la patience. Donc c'est beaucoup de travail en fait, j'ai l'impression qu'on nous impose plein de tâches pour s'occuper de nos cheveux, pour limite décourager, alors qu'en vrai juste un shampoing, de la crème et... En tout cas pour mes cheveux ça va, ils s'en sortent bien, ils poussent. Mais ça c'est vrai, enfin, d'ailleurs n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aussi vous vous sentez un peu perdu face à toutes ces gammes, toutes ces nouvelles marques. Il y en a tout le temps. Tout le temps, enfin on a l'impression que pour faire une routine, t'as besoin de 5 produits, etc. Alors que par moment, tu fous juste du beurre de karité, de l'avocat, et puis bref, même juste un peu d'eau. Enfin bon, ça dépend après les cheveux. Là, on parle un peu grossièrement, mais c'est vrai que par moment, on se demande si c'est juste voilà, que du marketing. Après, nous, on a la chance d'avoir des cheveux qui poussent. Je pense à toutes celles qui ont des problèmes d'alopécie, etc. Ça doit être d'autres cas, mais personnellement, tout fonctionne sur mes cheveux. Même Olaplex, j'ai utilisé Olaplex pendant quelques mois et... ça allait. Et ça t'allait. Donc voilà, après du coup, voilà, si vous au contraire Olaplex, pas du tout. Ouais, j'ai vu beaucoup qui disaient que ça les a séché les cheveux, etc. Moi, j'avais l'impression que mes cheveux ils aimaient bien. Enfin, t'as du bon. Bon, on va passer à un tout autre sujet. Dis-moi. Je ne sais pas si tu as déjà entendu, mais il y a beaucoup de personnes qui vont associer le fait de porter ses cheveux naturels au fait d'être militante ou militant. Parlons-en. The question. Parlons-en. Est-ce que tu penses que les deux sont forcément liés? Alors, pour moi, non. Quand j'ai arrêté les perruques, tout le monde l'a vu comme un acte militant. Tout le monde pensait que j'allais revendiquer quelque chose et pourtant... Ils pensaient que t'étais comme ça. Ah oui, mais même je voyais le regard des gens dans la rue. Certaines femmes noires me regardaient pas avec dédain, pas du tout, mais en mode waouh, trop bien, le courage et tout, tu vois. Alors que pour moi, dans ma tête, vraiment, quand j'ai arrêté, je me suis dit pourquoi les filles blanches peuvent juste porter leurs cheveux comme ils sont et nous, on doit tout le temps, constamment faire en sorte de les domestiquer, ouais, c'est ça, en quelque sorte. Et donc très vite, j'ai senti qu'on me posait cette étiquette militante alors que j'avais juste envie de porter mes cheveux. Maintenant, j'avoue que je joue un peu dessus. Par exemple, j'ai recommencé les perruques il y a 3 jours. J'aurais pu venir en perruque faire le curl talk, mais... Ah, t'aurais pu? J'aurais pu. Ah non, mais moi, j'aurais pu, mais je me suis dit franchement, parce que des fois, j'ai des invités qui me disent « Ouais, bon, pour ton émission, quand même, j'ai lâché les cheveux. » Je leur dis « Mais attendez, si vous êtes en tresse, mais vous n'avez pas défaire vos tresses pour moi, en fait. Bah oui. Si vous êtes en plaquage, vous faites... Enfin, voilà, en fait, ceci...
on a le droit d'être versatile. Exactement. Et ici, tu vois, si tu veux, même là, on n'est pas là en train de dire, franchement, à bas les perruques, ceux qui portent des perruques, c'est pas bien. Non, TikTok, en ce moment, il y a... Je connais les gens, ils aiment trop discuter. Mais oui, je pense qu'au départ, c'était pas du tout l'intention. Maintenant, il y a une petite partie de moi qui accepte le fait que ce soit associé au militantisme et... Bah voilà, quoi. Voilà, on va faire avec. Pour moi, c'est pas une image négative non plus, donc si on me prend pour le militantisme, bah, tant mieux. Il me semble, Malidi, que tu es heureuse en amour. Oui. En faisant le tour là de tes relations passées, est-ce que tu n'aurais pas une anecdote à nous raconter concernant certains jugements sur tes cheveux, que ce soit sur tes cheveux ou soit sur ton être en tant que femme noire? Alors, en amour. Franchement, j'ai eu la chance d'être tombée généralement sur des hommes noirs pas tellement dans le jugement. Quand je mettais des perruques, ils s'en foutaient. Quand j'en mettais pas, ils s'en foutaient. J'ai rarement eu des critiques par rapport à mes cheveux, ma texture. En tout cas, pas dans le cadre amoureux. Peut-être dans le cadre de connaissances amicales, ouais. Mais dans le cadre amoureux, généralement, j'ai eu... Parce que tout à l'heure, tu vois, par exemple, tu disais que dans la rue, on te percevait un peu différemment du fait que tu étais cheveux naturels. Ouais. Et je me demandais si, je sais pas, peut-être des présences masculines, peut-être on va élargir un peu comme ça, n'aurait pas eu des réactions ou des choses un peu... La plupart des hommes de mon entourage ont été très supportifs. Trop bien. Ouais, ils ont été très supportifs. Je me rappelle, j'étais à un anniversaire récemment et j'ai décidé d'arborer mes cheveux, j'ai fait un petit chignon et tout. Et des amis que je connais depuis longtemps sont venus me voir en mode c'est trop bien, t'es trop belle avec tes cheveux naturels, reste comme ça et tout. Donc en soi c'est un compliment, mais c'est la partie reste comme ça qui m'énerve parce que tu n'as pas ça sous-entend de genre en mode tu peux pas être quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Mais en soi ce n'est pas méchant, je pense que ça partait pas d'une mauvaise intention, mais globalement j'ai eu beaucoup de retours positifs, en tout cas de la gente masculine. Voilà, mais ça existe parce que très souvent on entend sur les réseaux sociaux, voilà, les hommes noirs ou juste les hommes en général, ça existe. Mais on vous montre aussi que... Ça dépend, ouais. Après, dans le cadre amoureux, différent. J'ai été beaucoup moins draguée par en tout cas par le style d'homme noir que je fréquentais avant, qui me donnait beaucoup moins d'attention. Donc je pense aussi, c'est des esthétiques, si je puis dire, bizarrement. Mais globalement, j'ai pas eu de critiques, à vrai dire. Mais j'ai été beaucoup moins draguée avec mes cheveux naturels. Avec tes cheveux naturels ? Ouais. Okay. Beaucoup plus d'hommes blancs sont venus vers moi depuis que je suis au naturel que d'hommes noirs. Ah oui, donc on peut se poser des questions quand même. Voilà, donc ça me complimentait pour me dire que j'étais belle, mais peut-être pas assez pour être leur copine et ils ont le droit. Après, voilà, oui, on peut pas non plus être le type de tout le monde. C'est ça. Moi, j'ai un peu de mal aussi avec ça, parce que c'est pas trop ma façon de penser, mais bon, on les laisse là-bas. Est-ce que tu pars en date avec tes cheveux naturels? Et est-ce que maintenant je pense qu'on a compris, tu te sens sexy, mais est-ce que tu as l'habitude de le faire, de partir en date? Ah bah maintenant oui, tout le temps. Déjà, le copain avec lequel je suis actuellement, ça va faire 1 an. Et il m'a connue en plein dans ma cure de perruque, si je peux appeler ça comme ça. Donc il m'a toujours connue au naturel, sans artifice. Donc premier date, j'étais au naturel, 2e, 3e. De temps en temps, j'ai fait des braids pendant cette année-là, mais il m'a toujours connue au naturel. Et là, justement, depuis que j'ai repris les perruques, il me regarde en mode c'est trop bizarre. Voilà. Forcément, voilà. Il me trouve toujours aussi belle, bien sûr. Mais quand j'enlève ma perruque, il est en mode waouh. Voilà. Là, j'aime comme ça. C'est trop bizarre. Ouais. Mais oui, il a vraiment joué énormément sur ma confiance en moi pendant cette période, parce qu'il y avait des moments où je me sentais moins belle, où quand je vois les autres créatrices noires de mon âge, je me sentais un petit peu décalée, je me sentais parfois plus proche de créatrices noires plus âgées que moi, et donc j'ai l'impression que j'étais moins bien, etc. Tu ressens de la pression par rapport au réseau? En fonction du type de contenu que je veux faire, j'ai l'impression qu'il faut que j'ai l'uniforme qui me matche avec l'esthétique en fait. Donc parfois, je sais pas, je me demande si c'est pas à cause de ça que ça prend pas forcément, parce que je coche pas toutes les cases ou que je fais pas suffisamment rêver les personnes qui sont adeptes de ce contenu. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer. Oui, non, c'est clair. Donc, mais il a vraiment beaucoup joué sur le fait que j'ai tenu déjà toute ma période d'1 an que je m'étais fixée et que j'ai même dépassé cette période d'1 an. Voilà. Trop bien, c'est trop mignon. Que ce soit dans ta vie étudiante, ou que ce soit aussi dans tes études, ou pour des jobs étudiants, est-ce que tes cheveux naturels ont été un frein dans l'aspect professionnel? Non, pas du tout.
pas du tout. Pas eu de remarques bizarres. Après, peut-être parce que je vis à Rouen et globalement, Rouen, c'est une ville de gauche et ils sont pas trop chiants là-dessus. Non, mais ça joue, ça peut jouer. Certainement. Quand j'étais salariée avant de reprendre mes études, j'allais au travail avec mes cheveux naturels. Alors, je n'ai jamais été en afro. J'ai pas eu le courage. J'aurais aimé, mais pourquoi je sais pas pourquoi. J'avais peur des regards ou que ça soit une distraction pour les clients. Donc, j'allais avec mes cheveux naturels, mais généralement en chignon au lacet ou petit pompon, quelque chose, mais j'ai jamais lâché mon afro tel qu'il est là. Et après, là, à l'école, je vais avec mon afro, des pompons, des chignons, tout ce que je veux, ça. Ok. Bah, next step au taf. Hein. Bah, je reprendrai le taf peut-être dans 5 ans si j'ai mon diplôme, mais. On va en parler justement tout de suite parce qu'il me semble que ton parcours, en tout cas en tant qu'étudiante, n'est pas classique. Ah non, du tout. Est-ce que tu veux bien nous rappeler un petit peu, très brièvement, ton parcours et surtout, qu'est-ce que tu dirais à un ou une jeune qui serait totalement perdue pour trouver sa voie? Alors, le parcours, j'ai mon bac en 2021 avec première année des spécialités, donc j'avais pris SES géopolitique. Initialement, c'était pour me diriger vers des sciences politiques, mais syndrome de l'imposteur oblige, manque d'informations aussi dans l'établissement dans lequel j'étais. Je perds confiance en moi, je me dis que je n'ai aucune chance à Sciences Po, donc je ne tente même pas, j'essaie même pas de le mettre sur mes vœux. Et dans ma famille, ils ont tous fait du marketing, donc ils m'ont dit mais viens au marketing, il y a de l'argent à se faire et tout, ça va être trop bien. En plus, c'est déjà sur les réseaux sociaux, ça peut être un levier pour toi, etc. Donc bon, je suis un peu le mouvement. Je commence à faire un BUT technique de commercialisation. J'aime pas, au bout de 3 mois, j'arrête. Je me mets à travailler en tant que téléconseillère pendant quelques temps, histoire de payer le loyer quand même. Puis je me dis non, il faut que je reprenne des études parce que j'ai toujours été très scolaire, j'ai toujours eu soif d'apprendre. Donc être dans des jobs où je n'avais pas l'impression d'apprendre au-delà de la formation de base, bah ça me frustrait. Donc j'ai repris des études, là cette fois-ci en négociation. Je me suis dit le contact humain, c'est ce qui me manquait en TC, donc négociation. Je me suis dit je vais parler avec les clients, ça va être trop bien et tout. Et dans le commerce, pareil, je me retrouvais pas. Donc pareil, au bout de 4 mois, j'arrête. Mais non. Ouais, au bout de 4 mois, j'arrête. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Donc, j'étais en alternance, j'étais partie vraiment loin, j'étais motivée, alternance, la totale, et je quitte tout du jour au lendemain. Et du coup, je me dis, bon, bah, je vais me lancer sur les réseaux à temps plein. À ce moment-là, j'avais déjà dépassé les 10 000 abonnés, mais je devais être peut-être à 15 000, un truc comme ça. Donc, je décide d'être full-time créatrice de contenu, mais la pression. Bah ouais, j'imagine. Horrible. Et ta famille? Tes proches, ils réagissent moi, je suis toute seule. Après, déjà, ma grand-mère, elle est décédée l'année de mon bac. Ouais, l'année de mon bac. Et c'était vraiment elle, mon parent, mon pilier. Donc, j'ai des cousins, cousines qui sont avec moi en France, mais le lien n'est pas pareil. Et comment ça s'appelle ? Le pouvoir qu'ils ont sur mes décisions n'est pas du tout le même. Donc moi, mes décisions, je les prends. Dans tous les cas, je me finance toute seule, je paye mes trucs toute seule, je bosse, etc. Donc, juste j'informe mes proches, je vais faire ça et ils ont rien à me dire. Donc ouais, quand tout ça se passait, c'était vraiment juste moi et moi-même qui décidaient que ok, je vais gérer, je vais financer ça comme ça, je vais faire ci comme ça, etc. Donc oui, quand je lâche tout, full-time créatrice de contenu, et au bout de 6 mois, je me dis, c'est pas pour moi du tout. À temps plein, pas du tout pour moi. Non. Et pourquoi ? Je suis perfectionniste, donc trop de pression, la pression financière, parce que avec 15-17 000 abonnés, j'arrivais à me faire des mensualités, mais il fallait que je bosse beaucoup. C'était pas... il fallait que tu sois régulière. Il fallait que je sois 2 vidéos par semaine, il fallait que les vidéos elles marchent bien, il fallait que les vidéos fassent plus de 20 minutes pour que la monétisation soit suffisante. Il fallait en même temps, il fallait être un peu sur les autres plateformes. C'était beaucoup de stress. Et à côté de ça, quand tu es full-time auto-entrepreneur et que tu es créatrice de contenu, donc métier du web, tu n'as pas de vie sociale. Tout est virtuel. Donc mes amis, je les voyais quasiment plus parce que je suis soit en train de filmer, soit en train de monter. Mes collègues sont virtuels. Donc j'avais pas de contact humain, je me suis retrouvée hyper seule, sachant que j'étais retournée dans ma ville d'enfance, parce qu'entre-temps j'ai fait le tour de la France. Hein. Donc je venais de retourner dans ma ville d'enfance, et puis il y a 3 ans qui sont passés, les gens ont fait leur vie, et tu t'attends à ce que tout soit resté comme tu l'as laissé en partant, mais au final non, donc c'était très compliqué. Donc j'ai décidé de recommencer à travailler, pour au moins retrouver du contact humain, voilà, et c'est comme ça que j'ai été vendeuse, parce que je me décide à reprendre mes études l'année dernière. Trop bien. Voilà. Et tu kiffes? Et je kiffe parce que du coup je suis partie dans les sciences politiques, chose que je voulais faire à la base. Bien. Voilà. Donc si je m'étais écoutée... c'est comme quoi en fait, il faut pas se mettre de barrière mentale. C'est ça. C'est difficile, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et justement, qu'est-ce que tu dirais toi à un étudiant ou une étudiante qui peut-être vivrait la même chose que tu as pu vivre avant?
Bah, moi, je dirais de ne pas avoir peur de recommencer, de retenter le coup. Pour moi, les études, c'est super, super important, surtout en tant que femme. Si vous êtes seule, d'autant plus, vous n'avez pas de proches, etc., l'école, accrochez-vous-y. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Faut pas avoir peur parce que je trouve, je suis très contente d'être dans la formation dans laquelle je suis à l'âge que j'ai, parce que je pense que 18 ans, 19 ans, c'est trop tôt pour les études supérieures. Vraiment, quand je vois les plus jeunes qui sont avec moi à l'école, je me dis, mais c'est horrible. Là, j'ai la maturité, j'ai vécu des choses, j'ai pu voyager, j'ai pu travailler. Donc, en fait, j'ai une motivation différente parce que je sais pourquoi je suis là. Et donc, ça me permet, même quand c'est compliqué et que je comprends pas, je m'accroche en fait à ça. Parce que j'ai vu d'autres choses. Alors que, je sais pas si ça avait été directement en première année, j'aurais peut-être aussi abandonné par facilité au bout de 4 mois. Ok, parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui se mettent une pression. Tu vois, je sais pas si c'est la pression de la société, du fait que tout aille très vite. Et tu vois, quand ils voient leurs potes valider leur année après année et que non, c'est toujours pas pour moi. Terrible, hein. Non, toujours pas pour moi. Mon copain, il est en Master 2, on a le même âge. Il est en train de finir ses études, moi je commence. Donc, tu vois, c'est pour ça que je trouve ça hyper, inspirant. En vrai, ce que tu dis, parce que ça montre aussi aux jeunes que on n'est pas obligé d'avoir un parcours linéaire et qu'on peut justement faire des allées, des retours, tourner à droite, à gauche. Moi, j'ai toujours chacun son rythme, et puis surtout, vous vous rendrez compte que dans le monde universitaire, il y a peu de gens qui se moqueront de vous parce que vous êtes plus vieux. Au contraire, ils seront très admiratifs du fait que vous ayez eu le culot de revenir. Après, dans les écoles privées, je ne sais pas, parce que j'ai pas eu ce type de parcours. Je sais pas quelle est l'ambiance, je sais pas comment se comportent les gens. Mais... Moi, dans mon école... nickel, hein. Enfin, je me sens pas du tout mise à l'écart. Au contraire, je suis super intégrée, je me parle avec tout le monde. Après, c'est peut-être mon naturel qui fait que, mais même les enseignants, ils sont tous très valorisants à mon égard. Voilà. Et j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu à tes débuts sur YouTube. Le pourquoi. Pourquoi est-ce que tu t'es lancée sur YouTube? Parce que j'aime la lumière, enfin. Mais oui, en plus tu shines. Mais oui. Non, plus sérieusement, je pense, depuis jeune, j'ai toujours été une enfant très sous les feux des projecteurs. J'ai toujours aimé tout ce qui est artistique. Faut savoir que mon père était comédien, à son âme, mais il était comédien, donc il y a peut-être ce lien qui fait qu'on aime la scène, on aime être au devant de la scène. Donc j'ai fait du chant, j'ai fait de la chorale plus jeune, j'ai fait plein de trucs, et je voulais déjà me lancer dans l'adolescence, mais j'avais ni l'argent pour financer le matériel, ni la confiance en moi, je pense, nécessaire. Et quand le Covid, le confinement est arrivé, toutes mes copines m'ont dit lance-toi, vas-y. Il y a eu une fille dans ma vie qui s'est lancée, puis 2, puis 3. Je me suis dit, bon, si ça se lance, ok, on y va, on sait pas ce que ça peut donner. J'ai posté la première vidéo. Ça a marché à l'échelle de la ville, puis 2, puis 3, et au bout de la 5e, c'est parti, directement. Ouais. Trop bien. Et avec l'ensemble de tous tes réseaux cumulés, que ce soit YouTube, TikTok et Instagram, comment est-ce que tu décrirais ce que tu crées? Et pourquoi est-ce que tu crées ce type de contenu digital, même s'il est très varié? Et pour qui? Alors, bonne question. Donc, on va commencer par le pourquoi. Pourquoi je crée ce type de contenu? Parce que je trouve qu'il n'y a personne comme moi sur YouTube. C'est peut-être prétentieux, hein, mais je suis beaucoup de créatrices, mais dans le lifestyle en tout cas, j'en vois pas une qui dit et fait des choses comme moi. Donc je voulais un peu combler ce manque que moi j'avais en tout cas. Bon, j'espère que c'est réussi. Mais ouais, je trouvais qu'il y avait pas grand monde qui faisait du contenu peut-être déculpabilisant, qui montrait vraiment la vraie vie, qui avait pas peur globalement, et surtout dans le lifestyle noir. C'est vrai que dans la jeune génération, la nouvelle vague qui est en train d'arriver, j'ai l'impression que je suis un peu, de par mon parcours de vie, à part. Ouais, totalement. Et puis tu fais bien de le dire. C'est pas du tout prétentieux, je trouve. C'est jamais. Bon, écoute, ça c'est les haters, faut laisser de dealer avec leurs soucis. Mais non, puis moi je trouve surtout que chacun est unique. Et je trouve que sur les réseaux, de façon générale, il y a de la place pour tout le monde. Et que même si on peut être dans la même niche que quelqu'un ou quoi, etc., c'est pour ça en vrai, lancez-vous. Si vous aimez, je sais pas moi, le type de contenu de Lydie, et que vous avez envie de faire la même chose, en réalité ce sera jamais jamais pareil. La même chose. Jamais pareil, Donc je pense que faut arrêter aussi
de toujours penser que voilà, oh, un tel me copie, parce qu'il y a beaucoup de ça dans ce métier-là, etc. Ouais, c'est compliqué de copier une personnalité. Tu peux copier le contenu, le mais concept à la rigueur. Ça se ressent quand la personnalité est copiée. Et puis, pourquoi faire? Enfin, pour moi, créer du contenu, ça doit vraiment être un plaisir, un truc que tu kiffes faire. Donc, si tu dois penser à réfléchir chacune des mimiques d'une autre personne, à quel moment tu t'amuses? C'est schizophrène, genre. Mais oui, à quel moment tu t'amuses? Enfin, je trouve pas ça fun. Donc, je pense que ça, c'est pourquoi, déjà, pour un peu combler ce manque et surtout aider d'autres jeunes filles à se dire, vous n'êtes pas seules, tu vois. Et pour qui? Pour qui à la base, c'était pour des jeunes femmes comme moi, mais je suis suivie par beaucoup plus de femmes plus âgées que moi. C'est vrai? Ah ouais. Oh, Ouais. La majorité de ma communauté est plus vieille que moi, ça c'est dingue. Et moi, ça me touche. Parce que je me dis, waouh, des yayas, elles se retrouvent en moi. Donc je suis assez mature pour parler même à des femmes beaucoup plus vieilles. Et ça, vraiment, ça booste mon ego un petit peu. Bah ouais, de fou. Maintenant, j'ai pas du tout de personnes en dessous de 18 ans. J'ai beaucoup de 18-24 ou de 25 ouais. Et j'ai même jusqu'à 60 ans. J'ai des femmes de 40, 60 ans qui me... Mais c'est trop bien. C'est dingue. Ouais. Trop bien. Et ça montre aussi qu'on peut toucher tellement de personnes qu'on n'aurait peut-être pas pensé dans la vraie vie. Grave, ouais. Donc, continue. Je te l'ai dit, mais continue. Moi, je trouve qu'on peut un petit peu te mettre dans la case de la boss lady, tu vois, entre guillemets. Pas du tout. Bah, excuse-moi, t'es créatrice, donc tu crées. Oui. Tu montes. Bon bref, ça c'est pour YouTube, mais pour Instagram pareil. Ensuite, bon, même si peut-être tu remets sur TikTok, et peut-être que tu fais même du contenu différent, etc. Ouais. Comment est-ce que tu fais et est-ce que tu te sens pas un peu débordée par moment? Oui, je me sens débordée. J'ai pensé à prendre un monteur là récemment parce que j'aimerais produire plus, mais en même temps j'ai envie de garder. Enfin, le montage c'est ma partie préférée. Autant filmer, je prends pas trop de plaisir quand je filme. Franchement, le montage, j'adore. Je m'amuse trop et j'aimerais tellement faire encore plus si j'avais plus de temps. Mais comment je fais, c'est que je me mets des jours où je sais que c'est YouTube, des moments où je sais que c'est TikTok, je sais que c'est. Mais j'ai encore du mal à faire ce truc de filmer une vidéo YouTube et en même temps de filmer un TikTok. Et je sais pas comment les gens font. Moi non plus, je me dis mais c'est trop des fous, genre vraiment ils ont une caméra intégrée dans la main, je sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas comment ils font, mais non, vraiment j'essaye de délimiter en tout cas chaque plateforme pour un contenu particulier. YouTube ça reste mon bébé, donc voilà, je donnerai toujours beaucoup de temps et d'investissement pour YouTube, mais TikTok et Insta c'est quand je peux, quand j'ai le temps, et puis je m'en fous des algorithmes, s'ils veulent me boycottent, mais en soi, les vrais verront. C'est ça. Puis généralement sur TikTok ça va, hein. En tout cas pour moi, quand tu fais du contenu qui apporte aux gens, pas forcément qualitatif, intéressant, parce que souvent on se trompe entre la qualité et ce qui apporte. Souvent quand tu fais du contenu qui apporte véritablement aux gens, tes stats elles bougent pas. Donc, tant mieux en tout cas. On voit ton organisation. Je maintiens quand même de boss lady. Et est-ce que en tant que jeune femme noire et créatrice de contenu, tu as déjà reçu des commentaires racistes? Oui, j'en ai déjà. Enfin, racistes. Ou discriminants, tu vois? Pas forcément raciste en fait. Misogyne, oui. Ouais. Misogyne noire peut-être, mais raciste à l'état pur, genre sale noire et tout, non, jamais. Et que ce soit peut-être, je sais pas, sur le fait d'être sur même ton corps ou ton apparence ou autre. J'ai reçu un commentaire récemment qui me disait que j'approche de 25 ans, faut commencer à mettre du rétinol, mais voilà, on souffle. Voilà. Enfin, j'ai vu, je suis passée, je me suis dit. Enfin, personnellement, j'ai pas peur de vieillir, mais sinon, en vrai, non. Après, il y a eu un moment où j'avais sorti une vidéo qui m'avait mise dans une petite sauce à l'époque. Dis-nous tout, rappelle-nous ça. remue la sauce. J'avais fait une vidéo, je crois que c'était en 2021, dans laquelle je dénonçais le fait que mes parents et les parents africains, de manière générale, quand on voit leurs filles en Occident, elles nous mettent la pression pour se marier avec des blancs. Et du coup, je dénonçais ça en mode non, j'ai pas envie de forcément me marier avec un blanc, je vais me marier avec qui je veux, déjà d'une. Et deux, c'est pas si évident que ça d'en trouver des blancs qui sont intéressés par une femme noire ou peu importe, etc. Donc je dénonçais ça et je me suis pris une balle perdue sur Twitter. Un petit extrait de la vidéo a été coupé pour mettre sur Twitter et voilà, la sauce. Alors que de base, quand j'avais posté la vidéo, que des retours positifs parce que les femmes à qui je m'adressais comprenaient ce que je voulais dire et puis quand on me connaît, je fais rarement des choses malveillantes.
Donc, voilà. Ouais, non, franchement, ton contenu, allez voir d'ailleurs. Mais Voilà. si vous ne le connaissez toujours pas, vraiment, c'est un contenu hyper good vibes, lifestyle, vraiment pétillant, comme je disais en début de vidéo. Et si je le dis, c'est parce que je le consomme, voilà, voilà. Donc c'est véridique. Mais oui, la vidéo, elle a fait 1 an tranquille, et à partir du moment où je me suis pris cette balle perdue, il y a une masse de personnes qui n'ont pas regardé la vidéo dans son entièreté, bien sûr. D'habitude. Qui sont venus pour commenter, pour me traiter de salpé, que j'étais la honte de la communauté, la honte du Cameroun, pourquoi j'avais dit que j'étais camerounaise, que j'alimentais les clichés, alors que tout le concept de la vidéo, c'était de dire stop. Bah oui, parce qu'en plus, le cliché numéro 1, c'est souvent, tu vois, les Camerounais, elles sont avec les premiers, tu vois. Alors que, toute ma vie, je suis censée qu'avec des hommes noirs jusqu'à présent. Et puis, quand bien même, en fait, justement, c'était une vidéo pour pousser, en fait, pour dire, les jeunes femmes, mariez-vous avec qui vous voulez, sortez avec qui vous voulez, sans distinction de couleur de peau, de... Voilà, qu'on est censé être libre. Je te jure, vraiment, laissez-nous vivre. Ouais, vraiment, exactement, foutez-nous la paix. Ouais, je te jure. Mais oui, non, c'est le seul moment où vraiment j'ai eu un petit backlash, mais c'était vraiment très très léger. C'était minime, c'était quelques commentaires, mais moi, c'est la dictature sur ma chaîne. Enfin. On bloque liberté d'expression, mais je masque, je bloque, je supprime, je veux pas de haine, parce que souvent, la haine attire la haine, en fait. Il suffit que des personnes qui n'avaient rien en tête voient un commentaire négatif, vont se dire « Ah, mais oui, c'est vrai, ça !» Voilà, donc j'enlève. Tu fais bien. Ouais. Et penses-tu que ton expérience sur les réseaux sociaux aurait été différente si tu avais été une femme blanche? Ah oui. Ah oui. En quoi, par exemple? En quoi? Je pense que je serais déjà largement plus loin. Je pense que je serais déjà bien plus loin, que ce soit en termes de chiffres, en termes d'argent. C'est très certain. Après, je suis pas tellement à plaindre parce que je trouve que je m'en sors pas trop mal. Avec mon petit nombre d'abonnés... Quand il y a eu, je sais pas si tu as vu le débat sur nos créateurs noirs et l'influence, personnellement, je me sentais pas plus touchée que ça parce que je trouve que je m'en sors bien, que ce soit au niveau des collaborations, de mes tarifs, des opportunités que j'ai avec mon nombre d'abonnés, ça va. Mais en tant que femme, si j'avais été femme blanche, je pense que ça aurait été très très différent. C'est sûr. Et dans l'influence, du coup, vu qu'on parle de ça, est-ce que tu as ressenti que tu as eu plus d'opportunités en ayant tes cheveux naturels ou pas plus que ça? Oui. Alors là, il faut tout dire. Ah oui. Je voulais en parler sur les réseaux, mais j'avais pas le toupet, donc ça t'a envie de dire, vu que c'est dans le terme d'une interview. Bizarrement, dès lors que j'ai arrêté les perruques, j'ai eu beaucoup de personnes blanches qui se sont abonnées à moi. Beaucoup de soutien de personnes blanches, beaucoup d'amour de personnes blanches. J'en avais quelques-unes à l'époque, mais c'était minime. Là, je l'ai vraiment ressenti. C'est fou, ça. Ah ouais. Alors qu'on pourrait croire justement que tu vois, ça pourrait attirer plus de femmes afro. Non, justement. J'y ai pensé, en fait, en cours de sociologie. J'en ai parlé à mon professeur. Parce que dès lors que j'ai arrêté les extensions, les artifices, j'ai eu beaucoup plus de blancs dans mon entourage, que ce soit dans mes amis, mon copain, les abonnés, etc. Et il m'a expliqué qu'en fait, les gens se rapprochent de ceux qu'ils connaissent. Et généralement, les personnes blanches vont avoir des noirs dans leur entourage, dans leur enfance, qui ne portent pas forcément d'extension. C'est vraiment cette vision très de capitale Paris, où on a l'impression que toutes les femmes noires sont sous extension, sous perruque, sous fossiles, etc. Qu'il faut ce truc, parce que moi, ayant grandi en province, il n'y en a pas tellement que ça. Et donc, du coup, quand peut-être ces personnes blanches m'ont vue au naturel, ça m'a fait penser à une amie peut-être qu'elles ont eue en primaire qui me ressemblait, et donc ils ont eu moins cette peur de s'abonner. Je sais pas. Après, tu penses que... Ouais, désolée, je te coupe, mais tu penses que ça vient d'où, cette esthétique de la femme noire, fossile, faux ongles, perruque? Ça vient du monde anglo-saxon. Ça vient du monde anglo-saxon, mais c'est pas une mauvaise chose. Enfin, pour moi, vraiment, on est libre de faire ce qu'on veut. Mais j'ai pensé à ça, que sociologiquement, en fait, c'est juste qu'ils s'abonnent à ce qui ressemble à ce qu'ils connaissent. Et en fait, on a vraiment ce microcosme de Parisiens. On a l'impression que toute la France est pareil, mais dans la France, déjà, il y a quasiment pas de noirs dans certaines villes, faut le dire. Il y a des villes où il n'y a pas une seule personne noire dans une école, donc forcément. Et puis il faut arrêter aussi de se classer nous-mêmes, de rentrer dans des cases, de dire voilà, cette go-là, elle a les cheveux naturels, c'est hystérique. Mais ça, c'est hyper dur, hein. Franchement, moi, pendant longtemps, j'ai eu peur d'être prise pour une Bunchi. Et après, je me suis posée, je me suis dit, mais moi-même, je suis problématique d'avoir peur d'être prise pour une Bunchi. Pourquoi? Ça veut dire que c'est hyper intéressant. Ça veut dire que je les considère inférieures à moi. Enfin, j'ai eu toutes ces schémas de pensée. Est-ce que t'as déjà traité de Bunchi? Oui, plusieurs fois. Et tu penses que c'était par rapport à quoi? Parce que ton entourage était... À l'époque, on me traitait déjà de Bunchi, c'était pas par rapport à mon entourage, parce que mon entourage était 100% afro. Donc c'était plutôt par rapport au type de contenu que je faisais, les thématiques que j'abordais, ma façon de m'exprimer.
c'était tout ça déjà qui faisait que... c'est pour ça que je te disais, parfois j'ai l'impression qu'il y a moi et les autres créatrices noires. J'ai l'impression que j'arrive pas C'est fou. à m'insérer. Parce que tu vois, tu me dis façon de parler. Tu me dis type de contenu. Donc en fait, tu aurais un type de contenu préconçu parce qu'on est noir, une façon de parler. C'est quoi les façons de parler? Tu vois, qu'est-ce qu'on attend de nous? Parler ghetto, wesh wesh. Dis bien. Parler, et parfois ça m'arrive, quand j'ai fait un TikTok sur l'anniversaire de mon copain où je n'avais pas montré la tête de mon copain, donc on me voyait juste organiser, etc. J'étais avec mon afro et finalement un petit peu plus tard j'ai mis des extraits, on voyait la main de mon copain donc il est blanc et j'ai eu des commentaires, ah bah je savais qu'il était blanc. Sur quoi tu te bases? Et même j'ai envie de dire, juste... et alors oui, en fait. non mais je pense que c'est une esthétique en fait qui fait que et les gens sont matrixés parce que en plus il y a une certaine hypocrisie aussi certainement, parce que tu vois ok il y a eu cette tendance du black love et c'est très bien et ok, mais pourquoi pousser plus de love, certains types de love que d'autres? Tu vois ce que je veux dire? Alors je comprends, je sais qu'il y a une histoire derrière tout ça, notamment aux États-Unis, le fait que bah voilà les couples afro-américains ont très souvent été mis plus bas que terre sur l'échelle sociale, économique, etc. Donc le fait de se montrer ensemble sur les réseaux, forcément, et c'est à soutenir. Mais de là à rabaisser d'autres couples parce que soit une femme noire est avec une personne... Mais tu sais que ça, c'était super dur dans mon couple. Hein. Là, c'est vrai? Ah oui. Tu ressentais une pression, toi? Horrible. Déjà, quand mon copain est venu me draguer, je ne voulais pas. Ah ouais, t'étais bloquée? Je ne voulais pas. Pas parce que je n'aime pas les blancs, pas du tout. Moi, je suis everybody's love. J'aime absolument tout le monde. Moi, je suis sapiosexuelle. J'aime les gens dans la tête. Pour commencer. Mais je ne voulais pas parce que je ne voulais pas l'image que ça allait transmettre de moi. Je voulais pas que je devienne le cliché de la femme camerounaise qui est avec un blanc, etc. Alors qu'il y avait rien à voir. C'est vraiment la personne en elle-même qui me plaisait. Et en fait, toutes les conséquences sociales qu'elle allait avoir, j'avais la flemme. J'avais vraiment pas envie. Les perceptions bien stéréotypées, bien fermées. Donc juste pour ça, je ne voulais pas parce que je voulais pas devenir ça. Je voulais pas avoir à me justifier. D'avoir choisi cette personne alors que c'est vraiment la personne. Et des fois, je dis à mon copain, je dis mais putain, ce serait tellement plus simple si t'étais noir, quoi. C'est horrible, hein. Ah, mais ce serait... Non, mais il comprend parce que je lui explique tout. Parce que je me suis prise dans ma dernière vidéo, les personnes qui partagent ma vie, où je montre du coup le changement d'entourage. J'ai eu un commentaire d'une personne qui me disait félicitations, t'as suivi ce que tes parents te disaient et t'as trouvé ton blanc. Les gens sont graves. Mais horrible. Et ce jour-là, j'ai pété un câble. J'ai dit mais tu te rends compte, alors que ils te connaissent pas, ils ne savent pas d'où tu viens, ils ne savent pas pourquoi on est ensemble, qui tu es. Tu vois, donc juste en une image, les personnes ils projettent tout un schéma. Leur insécurité, leur schéma fermé, etc. Exactement. Et ça, je trouve ça vraiment horrible. Pas possible en fait. On ne peut plus véhiculer ce genre de message. On est libre de se mettre avec qui on est, d'être qui l'on veut être et d'arrêter d'être enfermé dans des stéréotypes qui sont enfermants et qui ne représentent absolument pas la majorité ou voire même la communauté afro-descendante sur Terre en fait. Donc c'est quoi, on n'est pas juste des êtres humains. Mais encore une fois, ça c'est vraiment le microcosme parisien parce qu'en province, dans les autres villes de France... Ok, tu ressens moins ce truc-là. Ah bah non, pas du tout. Et encore plus sur les réseaux aussi, tu ressens forcément, j'imagine... cette matrix un peu de parce que t'es noir tu dois sortir avec un noir Sur les réseaux ça dépend des films. Moi personnellement mon algorithme il est assez bienveillant donc non ça va, mais du coup je fais super attention à trop le montrer, l'exposer, je fais attention aux moindres mots en fait j'ai développé une peur panique qu'on vienne me reprocher ça alors que parce que j'ai la flemme de me justifier quoi. Je comprends que ça peut être très lourd mais j'ai envie de te dire franchement Fuck. Voilà, j'étais vraiment à deux doigts, mais enfin voilà quoi, à un moment donné, c'est chacun est vraiment libre de faire ça. Et c'est pas parce qu'on se met avec une personne blanche qu'on nie notre identité. Parce qu'il y a beaucoup ce truc-là de le frère là, il est avec une blanche, ça veut dire c'est un vendu. Et on a ce truc hyper malsain des deux côtés, tu vois. Mais en fait, c'est vraiment tout le package qui me disait. Donc je suis là, cheveux afro, soi-disant je m'exprime bien, soi-disant je suis en école privée, plus je suis avec un blanc. Mais trop bien en fait. Non, mais ma vie elle est cool, mais en fait c'était le tout qui franchement c'était tout le package de l'image que les gens se font de la fille qui nie ses origines qu'on me colle alors que franchement si on me connaît quand je suis entre caméras, t'inquiète pas. Mais c'est ça, et puis pourquoi est-ce qu'on devrait toujours prouver qu'on est plus noir que noir ou plus ci que ça? Ou en plus on vit quand même dans une société, tu vois ce que je veux dire, multiculturelle, on prend tous des expressions des uns des autres, ça veut plus rien dire. Il y a eu des moments où j'avais l'impression que je devais surperformer mon africanité, genre je devais prouver que
vous inquiétez pas, je sais d'où je viens, je suis camerounaise, je connais mon origine, je sais d'où je viens. Mais je l'ai aussi un peu traversé en toi. Après, moi, c'est encore plus fou. Surtout parce que t'es métisse et voilà. tout, c'est d'autres problématiques. Il y avait des moments où j'étais un peu, pareil. Non, c'était compliqué. Hein. Mais je pense que c'est très bien que t'en parles ici. Je pense que ça va vraiment faire écho à des personnes aussi qui ont pu traverser ce genre de dualité imposée par les autres. Voilà. Je trouve personnellement que tu es assez transparente dans ton influence. Dans le sens où tu vois, tu montes ton cheminement pour améliorer ta consommation. Il me semble que tu as même fait une vidéo éducative à ce sujet pour réduire ta consommation de vêtements. Et du coup, je te pose la fameuse question. Est-ce que tu penses qu'il est réellement possible d'être écolo dans l'industrie capitaliste de l'influence qui peut par moment envoyer des produits quasiment toutes les semaines ? Non. Ah, c'est chaud, hein. Non. Il y a un an, quand j'ai fait la vidéo, j'étais dans mon monde des bisounours. Maintenant, surtout que j'ai découvert la sociologie et tous les rouages derrière, non. Malheureusement, non. Et souvent, ça me pose des problèmes éthiques. Je me questionne tout le temps sur quoi faire, comment le faire, quoi accepter. Est-ce que si je fais ça, c'est pas contradictoire ? Et en fait, de toute façon, c'est dur. Hein. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Et en fait, quand tu veux évoluer et que tu vas atteindre un certain stade, tu peux pas refuser les produits, tu peux pas tout refuser. En fait, au bout d'un moment, c'est un dilemme permanent. C'est un dilemme permanent. Et puis, c'est de l'argent qui est en jeu. Il faut vraiment, pour moi, pour être influenceur éthique à 100%, il faut venir d'un foyer privilégié déjà de base. Pour pouvoir te dire que non, je refuse cet argent parce que dans tous les cas, j'ai déjà les moyens. Mais quand tu es en train de te construire, tu es en train de te battre et tu peux compter que sur toi, parfois il y a des opportunités, tu es en mode... Et comment est-ce que tu fais quand même pour essayer de limiter la casse ? Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je me suis fixé 2 marques avec lesquelles je ne bosserai jamais. Si je le fais, lesquelles ? Désabonnez-vous. Shein, Temu. Ok, on t'attrapera par le callback comme ça. Attrapez-moi par le callback, désabonnez-vous. Cela, vraiment, si vous me voyez un jour bosser avec eux, c'est vraiment que le chèque était lourd et que je pouvais pas dire non. Mais vraiment, ces deux-là. Mais après, des fois, je suis en mode, mais c'est contradictoire parce qu'Amazon, ils font la même chose. C'est pareil, tels font la même chose. Donc, au final, en fait, tu peux pas être parfait. Les partenariats Samsung, tu vois, ça a été reproché par exemple à Sally, c'est compliqué. À plein d'autres. C'est très très compliqué. Donc du coup là, j'accepte que des partenariats de choses durables, donc des meubles. Que t'achètes une fois, ça reste normalement là toute ta vie, ou des choses que t'as pas besoin de racheter constamment. Tout ce qui est vêtements, j'ai vite au maximum, sauf si je sais que la marque a fait du 100% coton, du bien, etc. Mais donc t'essayes quand même. J'essaye quand même, mais parfois il y a des montants où je suis en mode... Et est-ce que tu penses vraiment que les créateurs, ils ont une responsabilité à avoir par rapport à ça ? Oui, de toute façon c'est une question de choix. Hein. Après, on connaît pas la vie des gens entre 4 murs. Il y a des gens qui ont des problèmes lourds et qui acceptent parce qu'ils ont des problèmes à gérer, ils ont des familles, ils ont... je ne sais quoi. Moi, justement, je suis assez consciente de certains privilèges que j'ai, même si j'ai pas une vie facile, mais je suis quand même privilégiée dans le sens où j'ai un foyer, j'ai des proches, je sais que je peux m'en sortir en refusant certains partenariats, certaines choses, etc. Mais... Ou même certains giftings, parce qu'aussi des fois on le dit pas. Exactement, c'est des produits qui sont envoyés. Enfin, moi je connais certaines agences parisiennes, c'est de la folie, quoi. C'est dingue. On va pas dire le nom, je sais exactement à qui tu penses, mais... tu dis, mais waouh, c'est trop, c'est trop. Mais donc, oui, il faut se mettre ses propres limites. Il faut se mettre ses propres limites, mais je suis plus ou moins indulgente parce que je me dis que j'ai certains privilèges qui font que je peux me permettre de dire non. Il y en a d'autres qui les ont pas et... Voilà, chacun dort comme il peut la nuit. Exactement. Tu m'as dit en off tout à l'heure que tu as pris une pause YouTube. Ouais. Est-ce que tu veux bien un petit peu nous expliquer pourquoi est-ce que tu as pris cette pause ? Alors, donc, comme je te disais tout à l'heure, quand j'ai fait mon YouTube à temps plein, dans les 6 mois, j'ai été dégoûtée. Pas que de YouTube, des réseaux sociaux en général. Je sais pas, j'avais besoin de prendre du recul parce que j'étais rentrée dans cette roue, dans cette matrice où il faut sortir 2 vidéos par semaine, il faut faire ci, il faut faire ça, et je commençais à penser par algorithme, chiffres, ça commençait vraiment à peser sur mon mental et tout l'aspect créatif, plaisir de partager disparaissait. Et surtout quand tu fais du lifestyle et quand tu essayes de faire du lifestyle instructif, du moins comme j'essaye de le faire, au bout d'un moment t'as plus forcément rien à dire parce que le lifestyle c'est ta vie. Quand il se passe rien dans ta vie, tu vas pas inventer. En tout cas, c'est pas mon genre. Il y en a qui c'est des champions. Il y en a qui c'est des champions, mais c'est pas mon genre d'inventer. Donc parfois, j'ai plus rien à dire. Voilà, j'ai l'impression de tourner en rond et faire les choses dans le but de créer. C'est pas trop non plus ton. Tu vas pas faire. Oui, comme tu dis, en fait, tu vas pas créer des choses dans ta vie. Oui, c'est ça. Pour exactement. Poster ou pour. Et puis j'avais peur de rentrer dans du putaclic.
Et moi, j'aime vraiment prendre le temps sur chaque vidéo, sortir 2 vidéos par semaine. Pour la qualité, en tout cas, dans le fond du contenu que j'essaye d'avoir, c'est intenable. Ok. Ouais. Donc, j'avais besoin de prendre du recul, même de me retrouver moi-même, parce que je me perdais. J'étais en mode, est-ce que je veux vraiment devenir la Léna Situation Noire ou finalement, est-ce que c'est pas... Ouais, est-ce qu'en fait, c'est juste un fantasme, entre guillemets? C'est ça, qu'est-ce que ça va vraiment ce que je m'apporter veux finalement, etc. Et puis, bon, j'ai rencontré des personnes du milieu, je me suis dit, ouais, non, j'ai pas tant envie que ça que d'en faire mon job à temps plein, quoi. Petit plaisir à côté. Si jamais un jour je peux en vivre, tant mieux, Voilà. Ok. Tu vois au jour le pas jour. de pression, ouais, c'est ça, vraiment le kiff. Ouais. Et justement, c'est quoi la suite, Lydie? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Où est-ce que je me vois dans 5 ans? Bah, dans 5 ans, j'espère avoir mon master déjà pour Ah, commencer. tu l'auras. Amen. Vraiment. Ouais. Ouais, non, dans 5 ans, j'espère avoir mon master. Après, par rapport aux réseaux sociaux, je sais pas trop. Tu te laisses kiffer. Ouais, je me laisse kiffer. Dans 5 ans, j'aurai quoi? 27 ans? Ouais. Ouais, 27 T'auras ans. mon âge. Oh, ça va. T'es bien conservé. Hein. Non, 27 ans, je sais pas. Est-ce que je serai mariée? Est-ce que j'aurai des gosses? Est-ce que... Mariée gosse, peut-être pas, non. Non, pas trop. Ah, on sait pas, écoute, hein, par moment. Oh, l'école d'abord. Je veux finir d'abord T'as l'école, raison, après on voit. t'as raison. Mais pour les réseaux sociaux, je sais pas trop ce que j'envisage. Juste toujours continuer à faire kiffer, forcément que la communauté grandisse. À quel point je n'ai pas d'objectif chiffré de 100 000, 200 000, 300 000. Ouais, juste faire des trucs cool, avoir des opportunités trop cool et puis... On te le voilà, souhaite quoi. en tout cas. Croisez C'est les doigts. bien parti. Ouais, on espère. On arrive à la fin de l'émission. Déjà C'est trop rapide. dingue. Et quel est le ou la prochaine invitée que tu souhaites voir dans Carl Talk? J'ai pensé à cette question juste avant. Tout domaine confondu, tu peux te faire kiffer. Tout domaine confondu. Tu connais Mariem Fall? Oui, ça me dit quelque chose. Ça me dit lifestyle aussi, hein. Je sais plus. Je sais pas son... Ouais, Vas-y, raconte. Dis-moi elle tout. fait du contenu un peu lifestyle, mais très cinématique. Ok. Elle met beaucoup, elle oui, a c'est les bon, cheveux rasée. courts. Ouais. Ouais, je la kiffe. Voilà. Ouais. Bah, elle. Ah, c'est vrai, j'y avais pas pensé en plus. Ouais, elle est exceptionnelle. Ok. Je discute avec elle depuis peu et franchement, je pense qu'elle pourrait être super intéressante et surtout, en tant que femme rasée, tu vois, c'est différent vrai. encore, c'est un rapport différent à ses cheveux. Qu'est-ce qui fait qu'elle continue de les garder courts depuis tant d'années et tout, j'ai trop envie de savoir. C'est vrai, Ouais. ça pourrait être sympa en tout cas. Ouais. Mais merci beaucoup pour cette recommandation. Avec et plaisir. Peut-être qu'on l'aura. C'est la fin de l'émission. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci à toi, Lydie, d'être venue ici dans Carl Talk. Vraiment, ça m'a beaucoup intéressée de te découvrir en profondeur et de voir un peu qui se cachait derrière. Voilà, exactement. Les réseaux sociaux de Lydie vont s'afficher du coup en barre de description et aussi juste en bas. Je vous dis donc à très bientôt. Et n'oubliez pas que dans Carl Talk, on parle cheveux, mais pas que. Ciao, ciao! Bye bye.